Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter des témoignages Reddit. Apparemment, c'est un format qui vous plaît beaucoup. Globalement, ça change pas grand chose des threads d'horreur parce que les threads d'horreur, ils sont aussi pour la plupart trouvés sur Reddit. J'ai envie de dire, la seule chose qui change, c'est que vous n'avez pas les miniatures avec les gros yeux, mais plutôt avec ma grosse tête. Il est présent, mais il se fait très discret. Notre ami Fou du Bus est là pour nous accompagner. Et voilà, moi j'espère que votre été se passe bien. J'ai ralenti un petit peu le rythme, je fais une vidéo par semaine. Ça me va très bien pour l'instant parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, je vous raconte pas comment c'est un enfer de tourner une vidéo. En fait, c'est pas un enfer dans le sens c'est difficile pour moi, mais c'est plutôt parce que parfois les caméras se coupent. Pour vous situer, là dans la chambre, je pense qu'il doit faire à peu près entre 35 et 37, enfin c'est une catastrophe. Mais bon, une vidéo par semaine, ça me va bien, comme ça je raconte des histoires, ça me fait plaisir. Et vous, étant donné que pour la plupart vous êtes en vacances, ça vous permet aussi d'écouter ça au bord de la piscine, tranquillement sur un transat ou je ne sais où. J'ai une très bonne nouvelle, on a fini la boîte pour l'édition collector de la BD, je vous montrerai ça très prochainement, ne vous inquiétez pas. Mais ça va être absolument incroyable. Moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour le premier témoignage. Alors, ce premier témoignage, mes amis, c'est celui de Lena. À ce moment-là, elle a 22 ans et elle vient de terminer sa deuxième année d'études. Comme beaucoup d'étudiants, elle cherche un job d'été histoire de gagner un petit peu d'argent pour se faire plaisir. Et comme elle n'a pas trouvé de job en ville, elle regarde un petit peu sur internet, sur les réseaux sociaux. Et à un moment, elle tombe sur une annonce qui propose de faire un travail saisonnier dans une ferme. C'est tout ce qui est cueillette, entretien des animaux, conditionnement, etc. Pour ça, elle sera payée, logée, nourrie. Le seul truc un tout petit peu chiant, c'est que la ferme, elle se trouve à 3 heures de chez elle. Bon, concernant cette annonce, elle est bien écrite, il y a des photos de là où elle va travailler. Et en gros, ça dit que dans l'établissement, il y a une ambiance vraiment très conviviale, presque familiale. Et surtout, il y a une sorte d'esprit de communauté. Vraiment, on est tous ensemble pour le même travail. Et ça, vous allez me dire qu'en temps normal, c'est plutôt bon signe. Bon, Lena, elle se dit que c'est parfait. C'est un été un petit peu vert dans le sens à la ferme mais pas à la plage. Ça lui permettra de mettre de l'argent de côté. En plus, elle ne paye pas de loyer, donc c'est tout bénef. Elle échange quelques messages avec une femme qui lui répond toujours dans la minute. Et la décision est prise. Une semaine plus tard, sa mère la dépose à la gare en mode « Ciao, bonnes vacances, amuse-toi bien ». Petit détail, mes amis, mais qui aura son importance, la femme avec qui elle a conversé donc il y a quelques jours, eh bien, elle lui a demandé de sortir à une petite gare un peu paumée et quelqu'un viendrait la chercher à cette gare parce que la ferme, elle est un petit peu difficile d'accès. Bon, sur le moment, Lena, ça ne l'a pas choquée, elle a trouvé ça très gentil même. Et bref, elle fait le trajet en train, elle sort à la fameuse gare paumée et là, il y a un homme d'à peu près une cinquantaine d'années qui l'attend sur le parking avec un vieux pick-up. Il est très souriant, il l'aide à porter son sac et pendant le trajet, il lui parle de la ferme, des valeurs qu'incarne le lieu et que ici, globalement, on vit autrement, très loin de tout le bruit de la ville. Bon, Lena, elle écoute ça, elle regarde le paysage et effectivement, plus ils avancent, plus c'est isolé. À la base, on roulait sur une route, maintenant on roule sur un chemin assez étroit et au bout d'une quarantaine de minutes, ils arrivent enfin sur le terrain de la ferme. Alors l'annonce n'a pas menti, hein. C'est absolument gigantesque, par contre c'est très propre. Il y a des serres, il y a des champs à perte de vue à 360 degrés et visiblement il y a un grand bâtiment central avec 2 dortoirs. Elle sort de la voiture, là il y a une femme qui l'accueille, c'est celle avec qui elle a discuté par message, donc celle qui lui a dit de sortir à une gare un petit peu paumée. Et là, cette femme la prend dans ses bras, un petit peu comme si c'était sa fille ou comme si elle se connaissait depuis 18 ans. Donc visiblement, la notion d'ambiance familiale qu'il y avait écrit sur l'annonce, c'est pas faux. Le premier soir, il y a un grand repas commun qui est organisé avec tout le monde. C'est une gigantesque table où il y a à peu près une trentaine de personnes, donc je vous laisse imaginer la taille de la table. Et à la fin du repas, la femme passe entre les saisonniers avec une petite boîte en métal. Et ce qu'elle va demander, c'est un peu particulier. Elle dit, ben voilà, pour des questions de sécurité, j'ai besoin de récupérer vos passeports parce que je vais les mettre dans un coffre-fort. Comme ça, on se les fait pas voler parce que de temps en temps, ça arrive qu'on se fasse cambrioler. Donc tous les papiers d'identité que vous avez sur vous, j'ai besoin que vous les mettiez dans cette boîte et moi, je vais sceller cette boîte. Bon, Lena, ça lui paraît un petit peu bizarre, mais elle voit que tout le monde accepte et donne ses papiers d'identité naturellement, donc elle fait de même parce que sinon, on va la prendre pour une personne un petit peu folle. Elle hésite quand même une demi-seconde, mais voilà. Elle le fait. Une fois qu'elle a donné ses papiers, elle sort son téléphone. Et là, autre détail, mais on n'y peut pas grand-chose, c'est qu'elle n'a aucune barre de réseau. La femme qui collecte les papiers, elle voit ça, elle lui dit en souriant que malheureusement ici, on est un petit peu coupé de tout, même d'internet, mais que si besoin, il y a un téléphone fixe qui se trouve dans son bureau. Bon, voilà, soirée exceptionnelle, hormis le fait que Lena, elle n'a plus de réseau, ni même de papier d'identité. Et autre petit détail, c'est que sa famille, ses amis, etc., ils ne savent pas exactement, ni même précisément où elle se trouve. Bref, les premiers jours se passent très bien. Le travail est dur, mais elle s'y attendait. On se lève à 5h30, on va cueillir toutes sortes de choses, et ce jusqu'à midi. L'après-midi, on conditionne. Et en soi, c'est pas l'effort, c'est pas le travail qui la dérange. Visiblement, c'est autre chose. En gros, c'est les gens. Il y a les membres de la communauté qui sont très souriants, qui parlent beaucoup, et il y a les autres, les saisonniers, qui sont là depuis très longtemps. Et pour eux, on voit que l'ambiance,
elle est différente. Ils ne parlent presque pas. Par exemple, Lena, elle essaie de discuter avec une des filles pendant la cueillette. Elle lui pose des questions basiques du style « T'es là depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu fais ?» Et lorsqu'elle lui pose cette question, la fille, elle réfléchit mais très longtemps avant de répondre. Elle lui dit « Ben, je suis là depuis quelques saisons, donc c'est assez vague. » Un autre lui répond carrément « Tu sais, quand on aime, on ne compte pas. » Bizarre comme réponse. Et plus les jours passent, mes amis, plus Lena, elle va remarquer un petit peu le fonctionnement de cet établissement. C'est-à-dire que les gens ne reçoivent jamais de courrier. Le pick-up qui est venu la chercher, visiblement, c'est le seul véhicule qu'il y a dans l'établissement. Et que les clés de ce véhicule, elles sont dans le bureau qui, lui, est toujours fermé à clé. Donc, autrement dit, personne ne peut y avoir accès. Le téléphone fixe, lorsqu'elle demande pour l'utiliser pour appeler sa maman, pour lui donner des nouvelles et en prendre, lorsqu'elle l'utilise, il y a toujours quelqu'un qui reste dans la pièce en mode t'inquiète, appelle, moi je fais quelque chose, je trie des documents ou etc. Mais vous l'aurez compris, elle n'est jamais laissée seule. Un soir, alors qu'elle est dans le dortoir des filles, elle remarque un dernier truc. C'est une femme qui fait partie de la communauté, c'est la référente, comme ils l'appellent. Et elle, apparemment, son lit, il se situe juste à côté de la porte. Officiellement, la raison, c'est qu'elle dort ici pour pouvoir veiller sur les autres membres de la communauté. J'ai envie de dire, c'est un petit peu bizarre. Bon, Lena, c'est pas forcément ce qu'elle attendait comme job d'étudiant, du coup, elle se met à compter les jours. Et une nuit, vers 2-3 heures du matin, elle est réveillée par des coups. C'est des coups sourds et réguliers qui viennent de la grange au fond de l'exploitation, celle où les saisonniers n'ont absolument rien à faire. Donc dites-vous que pour qu'elle entende les coups qui viennent de la grange jusque dans le dortoir, c'est que ça tape assez fort et ça dure peut-être 1 à 2 minutes, pas plus. Ensuite, les bruits s'arrêtent, Lena, elle se rendort, elle passe une bonne nuit, mais ça la tracasse un petit peu. Et le lendemain, elle continue son taf. Pendant le petit déjeuner, elle balaye la table du regard et elle remarque assez rapidement que quelqu'un manque à l'appel. C'est un des saisonniers à qui elle a posé des questions il y a quelques jours. Et ce gars, il n'est pas là. Ces derniers jours, il toussait beaucoup, donc il n'était pas en très bonne forme. Et surtout, elle l'avait entendu plusieurs fois demander à récupérer ses papiers pour rentrer à la maison parce que vraiment, il se sentait pas bien. Bon, elle demande à la personne principale où est ce mec, et là, elle lui répond qu'il est rentré à la maison avec un grand sourire. Non pas parce qu'il était malade, mais parce que son contrat était visiblement terminé. Lena, elle dit très bien, sauf que en retournant au dortoir, elle passe devant celui des hommes, et devant la porte, il y a les chaussures du mec qui sont alignées avec les autres. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et elle s'est à chaque fois fait la réflexion, putain, ces chaussures, elles sont stylées. Sauf que là, ça ne correspond pas à ce que la référente a dit. Lena, elle nous confie qu'à ce moment-là, son cerveau, il fait un truc bizarre. Dans le sens, il capte que quelque chose ne va pas parce que on ne part pas d'un job d'étudiant à pieds nus. Mais, en même temps, elle essaye de se convaincre qu'il y a une explication logique à ça. Vous l'aurez compris, Lena, dans sa tête, c'est en mode « trouve une explication » et dans son corps, c'est en mode « prends tes clics et tes claques et barre-toi d'ici ». Bon, cette nuit-là, inutile de vous dire qu'elle ne dort pas forcément beaucoup. Elle attend que la référente s'endorme, elle écoute sa respiration changer, et vers 3 heures du matin, elle se lève sans ses chaussures qu'elle porte à la main, elle enjambe son sac, qu'elle abandonne complètement, elle prend simplement un tout petit sac, donc une petite sacoche qu'elle avait avec un petit peu d'argent liquide, et elle essaye de passer la porte centimètre par centimètre sans jamais réveiller la référente. Une fois à l'extérieur de la chambre, elle arrive à s'extraire du bâtiment, donc c'est un petit peu tendu, mais elle passe par une fenêtre. Et dehors, il fait nuit noire. On ne voit que dalle. Et là, une fois qu'elle est à l'extérieur, elle essaye de se rappeler. Par où est-ce que je suis arrivé? On est arrivé par là. Donc, si je cours tout droit, probablement que je vais trouver de la civilisation. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle ne court pas parce qu'elle sait qu'elle a beaucoup de marche à faire. Elle marche relativement vite. Mais à un moment, au bout de quelques minutes, elle se retourne parce qu'elle semble avoir vu une sorte de flash. Et effectivement, elle ne s'est pas trompée. Derrière elle, il y a des lampes qui viennent de s'allumer. Et ce n'est pas tout, parce que ces lampes, elles viennent de la cour, mais il y a également des lampes de poche qui sont tenues par quelqu'un. Ces personnes ne disent rien, elles voient qu'elles se déploient un petit peu comme une meute, et elle comprend très vite que ces gens, ils ne vont pas faire la cueillette des champignons, ils sont là pour la récupérer. Bien évidemment, Lena, elle se met à courir, elle traverse vraiment tous les champs possibles et imaginables, toujours avec ces personnes qui sont en train de la chercher. À un moment, elle est perdue. Elle se trouve au milieu d'une forêt, elle sait plus si elle doit aller à gauche, à droite, devant ou derrière. Il y a un truc, mes amis, et c'est peut-être un conseil qu'elle nous donne, qui va la sauver, c'est qu'elle se dit, bon, je suis perdue, il faut que je retrouve un repère. Ce repère, mes amis, c'est qu'elle voit une ligne électrique, et dans sa tête, elle se dit, s'il y a une ligne électrique, probablement qu'au bout, si je l'allonge, je vais trouver une civilisation. Parce que normalement, ça mène à une centrale ou je ne sais où, donc un endroit où peut-être il y a des gens. Et elle la suit, mes amis, pendant toute la nuit. À un moment, voyant qu'elle n'arrive nulle part, elle se pose contre un des pylônes électriques et elle attend. Elle est en larmes, elle n'a plus de force, vraiment, elle n'en peut plus. Et c'est seulement 3 heures après que quelqu'un va tomber sur elle. Ce quelqu'un, c'est un agriculteur, un vrai cette fois, c'est pas quelqu'un qui fait partie d'une secte. Et cet agriculteur, il a le bon réflexe, c'est qu'il appelle les gendarmes. Là, Lena, elle raconte absolument tout. Les gendarmes montent à la ferme le jour même, et sur place,
tout est propre. Tout est en règle, en apparence. La femme présente des contrats de travail, elle rend le passeport de Lena en s'excusant du malentendu. Et lorsque les saisonniers sont interrogés un par un, ils répètent un peu les mêmes discours préfaits, en mode on est là librement, personne ne nous contraint à faire quoi que ce soit. La seule personne dont on n'a pas de nouvelles, c'est le gars avec les chaussures rouges, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est réellement rentré dans sa famille? On ne sait pas. Est-ce que quelque chose d'un petit peu plus sombre lui est arrivé? On ne sait pas. Et surtout, souvenez-vous, on l'a un peu oublié, mais la question principale, c'est quels étaient ces bruits qu'elle a entendus dans la grange. Je vous rappelle, une nuit, à 2-3 heures du matin, elle a entendu de gros bruits. Est-ce que c'était ce mec qui était enfermé? On ne sait pas. En tout cas, Lena, suite à cette histoire, elle a pu reprendre sa vie, elle a retrouvé ses papiers d'identité, sa famille, ses amis en bonne santé. Mais elle nous raconte qu'elle a quand même une sorte de traumatisme, c'est-à-dire cette image des chaussures du mec alignées devant le dortoir alors qu'on venait de lui dire qu'il était rentré à la maison. Ça, couplé au bruit dans la grange, elle a un mauvais pressentiment. Je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. Pour moi, elle est clairement tombée dans un truc un petit peu sectaire. D'ailleurs, c'est pas impossible, hein, c'est comme ça généralement que ça commence, c'est dans des communautés. Enfin, quand vous voyez le mot communauté à quelque part, alors c'est pas tout le temps que ça cache quelque chose de bizarre, mais dans la plupart des cas, c'est un peu particulier. Donc dites-moi si vous avez un avis, si vous avez des explications, mettez-les en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Voilà, moi je vous propose de reprendre une petite boisson, de vous réinstaller confortablement et on est parti pour le deuxième témoignage. Ce deuxième témoignage, mes amis, il nous est raconté par Nora. Et vous allez voir, c'est le seul de toute cette vidéo en fait qui nous est raconté par une personne qui est sortie de tout ça, donc qui est sortie de ce délire secte, etc. En tout cas, moi j'ai trouvé son témoignage très intéressant, donc je me suis dit que j'allais vous le raconter. Nora, elle nous raconte qu'en fait elle est carrément née dans une communauté, si on peut appeler ça comme ça. Ses parents, en fait, ils en faisaient partie avant même sa naissance. Donc pour elle, pendant son enfance, c'était juste la vie normale. Les réunions du soir, les règles qui étaient imposées, le prénom que le groupe lui avait donné, et qui d'ailleurs n'était pas le même que celui dans son état civil. L'idée répétée que, en gros, à l'extérieur, tout était sale, tout était très dangereux, et que ceux qui osaient partir de la communauté, ils étaient perdus à tout jamais. Bon, je vous rassure, elle raconte pas ces années-là parce que c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui s'est passé par la suite. À 19 ans, Nora, elle arrive à s'enfuir de cette communauté. Elle n'explique pas comment. Elle dit simplement que ça s'est préparé un petit peu comme un braquage à la Casa des Papel, c'est-à-dire sur plusieurs mois, et que ça s'est fait pendant une nuit avec un sac, un bus et rien d'autre. Une fois qu'elle est partie de tout ça, elle s'est installée à 400 km de là, dans une ville où elle ne connaît absolument personne, et c'est exactement ce qu'elle recherchait, parce que l'idée c'était de un peu créer une nouvelle vie. Elle a repris des études à temps partiel, en plus de ça, elle travaille dans une boulangerie, et d'un point de vue très personnel, elle a un nouveau prénom depuis tout ça. Enfin, c'est pas un nouveau prénom, c'est celui qui est sur les papiers, mais vu que toute sa vie, elle a été appelée par un prénom qui n'existait pas, eh bien, c'est comme si ça en était un nouveau pour elle. Bon, vous imaginez bien qu'à 19 ans, lorsque vous avez vécu dans une communauté toute votre vie, les normes sociales, etc., c'est pas forcément acquis. Donc elle apprend un petit peu tout sur le tas. Les blagues qu'on peut faire, les séries qu'on peut regarder, comment est-ce qu'on discute avec des gens issus de la vraie vie. Et mes amis, ça a pris 5 ans avant qu'elle se dise « C'est bon, je crois que je suis sortie de tout ça, je suis enfin heureuse, j'ai une vie normale. » Et ça, j'ai envie de dire, c'est une très bonne nouvelle. Au bout de 5 ans, elle a un petit appart au 2e étage d'une résidence très tranquille. Elle a quelques amis à qui elle n'a jamais parlé de son passé, donc son passé dans une communauté. Et vraiment, ces 5 ans, ça a été 5 ans de paix, de bonheur, de joie, loin de toute la merde qu'elle a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et puis, un matin de novembre, en partant travailler, elle passe devant les boîtes aux lettres de la résidence où elle habite. Et son regard, naturellement, il va sur sa boîte aux lettres à elle. Ce qui la perturbe un petit peu, c'est pas de voir sa boîte aux lettres, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est dessiné dessus. Et ce quelque chose, c'est un petit dessin à la craie blanche qui est situé en bas à droite de la boîte, qui est très petit. Et ce dessin, c'est 2 traits, une courbe et un point. Bon, vous et moi, si on passe devant, on va se dire c'est tout simplement quelqu'un qui a gribouillé quelque chose. Sauf que Nora, elle, ce signe, elle le connaît bien. C'est un marquage que la communauté dans laquelle elle était utilisait pour se communiquer des choses entre les membres. Et ce signe particulier, elle sait exactement ce qu'il représente. Il veut simplement dire « tu as été identifié ». Bon, quand elle voit ça, elle reste plantée là, devant sa boîte, avec le cœur qui tape relativement fort. Et pendant plusieurs minutes, son cerveau, il essaye de capter ce qui se passe. Soit c'est un pur hasard, soit c'est un enfant qui a fait un dessin au hasard et qui en réalité ressemble à un signe d'une secte, soit c'est un autre signe qui lui ressemble, soit c'est un dessin qui a été partiellement effacé. Elle réfléchit pas trop non plus parce que elle doit aller travailler, du coup elle l'efface avec son doigt. Elle va travailler et pendant toute la journée, elle fait ses tâches, elle sert des clients, mais elle garde toujours ça dans un coin de sa tête. Les jours défilent et il y a rien de nouveau qui se passe, elle finit presque par se calmer et presque oublier tout ça. Et 2 semaines plus tard, un jour, elle fait tranquillement ses courses au supermarché lorsqu'un homme d'une 60aine d'années environ s'arrête à sa hauteur. Il la regarde tranquillement et il lui dit bonjour. Bon, gentil ce petit papy de dire bonjour, elle lui répond également. Et lorsque le papy lui dit bonjour et qu'elle répond bonjour,
Le papy redit bonjour, mais cette fois avec une tournure un petit peu différente. Il lui dit bonjour avec un prénom, et ce prénom, vous vous en doutez bien, c'est celui qu'elle avait avant dans sa communauté. Donc en théorie, il n'y a que la communauté qui est au courant de ce prénom parce qu'elle ne l'a jamais évoqué après ça. Personne de sa nouvelle vie n'a entendu ce prénom, donc c'est impossible que ce soit quelqu'un d'autre que de la communauté. Et là, les choses commencent à devenir un petit peu particulières. En plus, ce mec, il le dit poliment, doucement, avec un petit sourire, et il continue son chemin en mode j'en ai rien à foutre, comme un retraité qui fait ses courses en temps normal. Nora, elle est là, elle est au rayon des fromages, donc probablement, désolé pour les gens qui aiment ça, mais probablement l'un des pires rayons qui existent sur Terre. Enfin, ça dépend. Il y a des fromages que j'aime bien, surtout quand ça sert de liant, du style dans des pâtes avec de la sauce, mais manger comme ça une bûche de chèvre, je pense que je pourrais mourir. Bref, c'est pas le sujet, on en discutera dans une autre vidéo, mais Nora, elle est là, au rayon fromage, et elle se dit, mais attends, le dessin, mon ancien prénom, tout ça cumulé, ça fait beaucoup. Et elle n'a même pas eu le réflexe de suivre cette personne, ni même de l'interpeller, parce que, en fait, ça l'a juste projeté des dizaines d'années en arrière, et c'est des souvenirs qu'elle ne veut juste pas se remémorer. Là, elle nous explique qu'elle fait un truc qu'elle n'aurait jamais pensé faire, c'est qu'elle repose son panier dans le rayon, en mode comme ça, au beau milieu, avec toujours les produits à l'intérieur. Elle s'en fout, mais elle quitte le magasin le plus vite possible et elle rentre à la maison. Là, elle ferme sa porte à double tour, elle passe la soirée à réfléchir. Est-ce qu'elle va aller voir la police, mais en même temps, pour lui dire quoi? Est-ce que ce dessin, c'était un dessin d'un enfant? Est-ce que c'était ce mec qui est venu chez elle refaire un petit signe? Et ce qui la perturbe, c'est qu'il n'y a pas eu de menace, ni même de violence, c'est que c'est simplement une personne qui a dessiné ça et qui lui a dit son ancien prénom. Mais elle sait aussi que ça fait partie de la méthode de cette communauté de pas être violent, de plutôt jouer sur de la manipulation. Cette technique, elle nous raconte qu'elle est assez simple. En fait, c'est pas d'être violent, c'est de faire comprendre à la personne que, comme la communauté le dit si bien, elle n'est pas en sécurité ailleurs que dans la communauté. Et du coup, ça joue plutôt sur une peur psychologique. Et souvent, ça marche, la personne prend peur et elle revient elle-même dans la communauté, même des années après. Là, notre amie, elle se pose une question. Elle se dit, mais attends, moi, je suis né dans cette secte, je suis potentiellement un danger pour eux. Parce que ça veut dire que, étant donné que je suis né dedans, je connais tout ce qu'ils font, je connais tous les procédés, tout ce qu'il se fait. Donc clairement, je pourrais tout balancer à quelqu'un d'externe et là, ce serait la fin de la communauté. Et mes amis, elle n'est pas au bout de ses surprises parce que c'est à partir de là que les signes s'enchaînent. Son paillasson qui est remis de travers, il y a une plante qui est livrée tous les jours à la même heure, toujours orientée dans la même direction, c'est celle de la secte. Enfin, du point où se situe la secte. Et ce qui l'a fait le plus flipper, c'est qu'un soir, lorsqu'elle rentre du travail, dans ses escaliers, elle sent une odeur très particulière. Et c'est une sorte d'odeur de bougie ou même d'encens. Et cette odeur, elle l'a sentie à un seul et unique endroit, vous imaginez bien, dans la communauté. Et puis, il y a eu la dernière nuit, c'est là où ça a été un petit peu la goutte de trop, parce qu'elle nous raconte qu'elle garde une clé de secours qui est cachée derrière son paillasson, donc c'est assez dur de la trouver. C'est une habitude très bête en soi, parce que n'importe qui de l'extérieur peut la trouver, mais c'est quelque chose qu'elle a toujours fait, parce que son truc, c'était de se dire, si je rentre de la maison et que j'ai perdu ma clé en chemin, au moins je peux rentrer chez moi. Ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Ce soir-là, en rentrant d'une soirée vers 1h du matin, donc relativement tard, elle ouvre sa petite cachette derrière le paillasson pour vérifier un petit peu inconsciemment que sa clé est toujours là. Et là, c'est la grosse surprise, la clé a complètement disparu. Bon, là, elle se met à trembler, elle prend sa clé à elle, elle la met dans la serrure, elle ouvre la porte, elle allume toutes les lumières immédiatement. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle se rend dans sa cuisine, elle prend le plus gros couteau qu'il y a et elle fouille pièce par pièce son appartement. Il n'y a personne, rien n'a été volé, rien de cassé. Mais en faisant le tour, elle s'arrête au beau milieu de son salon parce que il y a un truc qui cloche et il lui faut un petit moment pour comprendre de quoi il s'agit. Il y a absolument tout qui est rangé. La table du salon, le canapé, les draps, tout est propre alors qu'elle sait très bien qu'elle n'a jamais ranger comme ça son salon. Le truc, c'est que c'est presque encore pire que d'avoir un cambriolage, parce que vous savez pertinemment que quelqu'un est venu chez vous, que cette personne n'est pas autorisée à être là, mais en soi, elle est venue pour vous aider, dans le sens elle est venue pour ranger, donc que voulez-vous dire à un policier? Comment est-ce que vous voulez montrer que quelqu'un s'est bien introduit chez vous? Eh bien, j'ai l'impression que vous ne pouvez tout simplement pas le faire. À ce moment-là, Nora, elle n'en peut plus, elle quitte l'appartement, elle ne reviendra jamais à l'intérieur. Elle a tout quitté avec un sac à dos, comme elle l'a fait à 19 ans pour partir de la communauté. Et elle a dû tout recommencer une deuxième fois pour une deuxième vie, enfin même peut-être une troisième vie. Apparemment, elle a carrément changé de continent, donc pour vous dire que c'est allé très loin cette histoire. Aujourd'hui, sur le forum, elle témoigne de façon anonyme, donc il n'y a rien qui permet de la retrouver, ni même son vrai prénom, son âge exact, etc. Et j'ai envie de dire, c'est mieux comme ça. Il y a un truc qu'elle nous dit, elle a développé une sorte de toc, enfin je sais pas si on peut appeler ça un toc, mais depuis cette nuit-là, depuis la nuit où elle est rentrée et que tout était rangé parfaitement alors qu'elle n'avait jamais rien rangé, elle nous raconte qu'elle n'arrive plus à vivre dans un appartement rangé.
En fait, elle laisse tout en bordel volontairement. Comme ça, au moindre truc rangé, elle sait que ces personnes l'ont retrouvé et qu'il faut à nouveau se refaire une vie. Voilà, témoignage assez fou. Maintenant, je vais vérifier que personne ne vienne chez moi pour ranger mon salon. Après, moi, ça me ferait du bien parce que je vous avoue que mon salon, c'est le bordel absolu. Parce que quand vous avez un fou du bus qui court après Nala et après Nala, elle se retourne, elle court après fou du bus, qu'ils se battent, qu'ils s'enlèvent des poils, etc., votre salon, il est... il ressemble à rien. Donc, si quelqu'un veut venir le ranger, il n'y a pas de problème, je vous accueille avec grand plaisir. Voilà, petite entracte boisson, popcorn, etc. Et on est parti pour le 3e témoignage. Bon, ce 3e témoignage, c'est celui de Inès et vous allez voir, il commence par une amitié. Inès et sa pote, elles se connaissent depuis le collège. C'est un peu le genre d'amitié où vous ne comptez même plus les années tellement ça fait longtemps. Elles ont absolument tout traversé ensemble, que ce soit les réussites, les échecs, les peines de cœur. Et même parfois, quand la vie les a un petit peu éloignées, elles ont réussi à se retrouver un jour ou l'autre. Et ça, j'ai envie de dire, c'est les plus belles amitiés. Mais le truc, c'est qu'il y a 2 ans, sa pote, elle traverse une mauvaise passe. En gros, elle vit une rupture difficile, elle perd son emploi, et c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à parler d'un groupe de personnes qu'elle a rencontré, et elle vend ce groupe de personnes comme étant très bienveillant, qui visiblement l'aide beaucoup à se reconstruire. Bon, au début, Inès, elle trouve ça plutôt bien, parce que son amie, effectivement, elle a l'air d'aller mieux, donc tant mieux. Mais très vite, les choses commencent à changer. Sa pote annule leur sortie et leur rendez-vous, elle emploie des mots bizarres, des phrases ou même des expressions un peu toutes faites qu'elle n'a jamais utilisées auparavant et... ça lui ressemble pas. Et surtout, il y a quelque chose qui a énormément blessé Inès, c'est qu'à un moment, sa pote, elle lui a dit « Mais en fait, je me rends compte que toi, t'es une des choses qui sont attachées à moi et qui m'empêchent d'avancer. » Bon, vous imaginez bien qu'un de vos meilleurs potes qui vous dit ça, c'est un petit peu douteux. Et puis un jour, mes amis, ce qui devait arriver arriva. Notre amie Inès n'a plus jamais eu de nouvelles de sa pote. Elle a supprimé ses réseaux sociaux, elle a changé de numéro de téléphone et Inès, elle n'a plus jamais pu la contacter. Bon, notre amie Inès, elle nous raconte que pendant plusieurs semaines, ça a été très compliqué pour elle parce que, forcément, vous perdez votre meilleure pote, vous ne savez pas ce qu'elle devient. C'est bizarre. C'est un jour qu'elle décide de contacter la maman de sa meilleure pote pour savoir ce qu'elle devient parce que franchement, elle s'inquiète. Et là, ce que la mère va lui dire... ça va lui paraître bizarre. Elle lui explique qu'en gros, sa fille a rejoint cette communauté à plein temps, que désormais, elle vit là-bas dans une très grande propriété à plus d'1 heure de route, et que malheureusement, Inès, c'est pas la seule à avoir subi un petit peu les foudres, c'est qu'elle a coupé les ponts avec absolument tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde, c'est les amis et également la famille. La maman explique aussi à Inès que du côté de sa famille, ils ont absolument tout essayé. Ils essayent de la contacter, mais ils ne connaissent pas son nouveau numéro de téléphone. Le seul moyen de la contacter, c'est par courrier, sauf que les courriers lui sont renvoyés. Et lorsque sa famille se plaigne à la gendarmerie de la situation, on leur répond simplement que elle est majeure, elle fait absolument ce qu'elle veut. Bon, il y a 8 mois qui passent comme ça, c'est très long, quand vous perdez quelqu'un, c'est absolument interminable. Et un jour, en faisant des recherches sur cette fameuse communauté pour à peu près la 1000e fois, Inès, elle tombe sur un truc auquel elle ne s'attendait pas du tout. Cette communauté, visiblement, elle organise une journée de porte ouverte. Ça aura lieu un dimanche, il y aura des visites guidées, un buffet, une conférence sur l'art de vivre ensemble et... comme ça paraît fou, mais en même temps, quand on y pense, c'est logique, parce que c'est un peu comme un site web, c'est la vitrine, c'est comme ça qu'ils attirent des gens, et que principalement, ils se font connaître. Bon, vous imaginez bien, Inès, elle décide d'y participer, elle s'inscrit avec un faux nom, elle a créé une adresse mail exprès pour l'occasion, histoire qu'on puisse pas la remonter, et surtout, elle le dit à personne, même pas à la mère de sa meilleure pote, parce que elle a pas envie non plus de lui donner de faux espoirs en mode « t'inquiète, je vais ramener ta fille ». Bon, inutile de vous préciser que les jours jusqu'à dimanche sont très longs, mais le jour J, elle prend sa voiture et elle s'y rend. Après 1h30 de route, elle arrive enfin vers la propriété et là, ça ne ment pas. La propriété est juste magnifique. C'est un ancien domaine agricole qui a été restauré et rénové. Les bâtiments sont faits de pierres absolument magnifiques. Il y a des fleurs partout. Enfin, vraiment, c'est le paradis sur terre. Et à première vue, ce qui choque Inès, c'est le nombre de visiteurs qu'il y a. Ils sont plus d'une centaine. Vraiment, elle pensait voir 2-3 pingus, mais en fait, non, il y en a plus de 100. Et il y a des stands de bouffe partout. Il y a des ateliers. Vraiment, c'est la fête foraine. Au début, elle se demande presque ce qu'elle fout là. En fait, les membres de la communauté sont partout. Ils sont souriants, habillés normalement. Et elle se dit, mais attends, en fait, il n'y a rien de bizarre. Il n'y a rien de dangereux. Il n'y a rien de sinistre. C'est simplement des gens qui vivent ensemble. Bref, elle suit la visite guidée en scannant chaque visage pour reconnaître sa meilleure pote. Et c'est au bout d'1 heure qu'elle la voit. Elle est là, elle est en train de servir du thé à des visiteurs. Elle a fortement maigri, ses cheveux ils sont attachés comme elle ne les a jamais attachés. Et ce qui choque le plus Inès à ce moment-là, c'est que son sourire... il a l'air différent d'habitude, c'est pas celui qu'elle connaît. Bon, Inès, elle prend son courage à 2 mains, elle s'approche de la table, elle demande si elle peut lui servir un thé. Et là, sa meilleure pote la sert, elle ne dit rien du tout, elle n'a aucune émotion. Et surtout, elle la fixe droit dans les yeux. Rien. Pas un tressaillement, pas une seconde d'hésitation, absolument rien. Et elle lui demande même si elle passe une bonne journée. Inès, elle est un petit peu déstabilisée, elle cherche dans ses yeux le moindre signal qui lui dirait
Cousine, c'est moi, c'est Inès, ta meilleure pote. Sauf qu'il n'y a rien, hormis ce sourire AliExpress tout fait. Derrière sa meilleure pote, Inès, elle remarque qu'il y a un mec d'une quarantaine d'années qui regarde ce qui se passe, un petit peu comme un vigile. Donc elle se dit, je vais pas faire la folle et je vais pas essayer n'importe quoi. Bon, vous vous doutez bien que Inès, elle est complètement détruite, elle repart avec sa tasse, et là, dans sa tête, il y a un truc qui se passe. Elle se dit, mais en fait, ma pote, probablement que je l'ai perdue à jamais. Je pourrai jamais la raisonner, parce que je ne sais même pas, avec ce que je viens de voir, si elle me reconnaît. Je sais pas. Bon, par acquis de conscience, elle reste encore un peu, et en fin d'après-midi, au moment où les visiteurs commencent à partir, eh bien Inès, elle voit que sa pote est proche du portail pour saluer les visiteurs qui s'en vont, et quand c'est au tour d'Inès de partir, eh bien là, il y a un truc improbable qui se passe. Sa meilleure pote va vers elle, et elle la prend dans ses bras. Bon, Inès, elle est sur le cul, vraiment, elle s'attendait pas du tout à ce qui se passe sous ses yeux, enfin ce qu'elle est en train de vivre, et pendant le câlin qu'elles sont en train de se faire, elle sent quelque chose, des doigts qui glissent, et elle sent en fait que sa pote vient de lui glisser quelque chose dans la poche de sa veste. Sa pote la relâche, elle lui souhaite une excellente soirée et une bonne route de retour, et eh bien elle passe au visiteur suivant. Notre amie Inès, complètement déboussolée, elle marche en direction de sa voiture sans même se retourner. Elle démarre, elle roule quelques kilomètres et à un moment elle s'arrête sur un petit chemin parce qu'elle a qu'une hâte, c'est de voir ce qu'elle a déposé dans sa poche et surtout si c'est un truc écrit, en quoi ça consiste. Bon, après quelques secondes d'hésitation, elle sort ce qu'elle lui a mis dans la poche et visiblement, c'est un bout de papier. Il est plié en 4 et dessus, il y a quelques mots écrits en tout petit et vous allez voir, c'est très bizarre. En gros, il est écrit « Reviens cette nuit à 2h, portail côté nord, derrière les serres, ne préviens personne, ils écoutent absolument tout. » Le dernier mot qui est écrit, c'est tout simplement « Aide-moi ». Bon, Inès, c'est un nouveau choc pour elle après le câlin, après tout ce qu'elle vient de voir. Elle relit ce mot à peu près 50 fois. Et là, dans sa tête, il y a une chose qui se passe. Elle se dit, mais merde, j'ai envie d'appeler la police parce que c'est la seule chose à faire dans ce cas-là. Mais, en même temps, ma pote m'a dit sur le mot, c'est écrit noir sur blanc, ne préviens personne. Et surtout, je vous rappelle que la famille de cette personne a déjà essayé par le passé de contacter la gendarmerie et qu'on leur a tout simplement répondu, elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Bon, Inès, elle fait un choix, elle sait que c'est un peu stupide, mais en même temps, elle a pas d'autre solution. Elle attend que la nuit arrive sur ce chemin, dans sa voiture, et c'est vers 1h30 du matin qu'elle sort de sa voiture, qu'elle longe le chemin, vraiment, elle est à pied, elle sait pas dans quoi elle s'embarque, et elle le longe jusqu'à arriver à l'entrée de la propriété. À ce moment-là, devant elle, il y a le fameux portail côté nord, là où sa pote lui a donné rendez-vous. Elle appuie doucement, histoire de l'ouvrir sans faire trop de bruit. Bon, la peur, elle commence un petit peu à s'installer parce que forcément, vous allez dans un endroit où vous savez qu'il y a des gens peut-être un peu bizarres, on ne sait pas. C'est pas non plus le truc le plus rassurant au monde. Donc, elle s'avance très gentiment et à un moment, alors qu'elle est entre les deux serres, elle s'arrête net parce que au bout de l'allée, il y a une lumière qui vient de s'allumer, et cette lumière, c'est celle du grand bâtiment principal. Soudain, il y en a une deuxième qui s'allume à l'étage, puis la porte du bâtiment s'ouvre relativement vite, il y a des silhouettes qui en sortent, et plus ces silhouettes avancent, plus Inès remarque que sa pote est au milieu, et qu'elle est au milieu de la cour, en train de la fixer, donc elle est tournée droit devant elle, elle la regarde, et à ce moment-là, les personnes autour d'elle, donc les gens qui sont sortis du bâtiment avec elle, il s'arrête aussi. Là, quelle scène de malaise Inès est en train de vivre, parce que dites-vous qu'elle est au beau milieu de la nuit dans un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des gens très chelous, qui sont en train de la fixer, et c'est là qu'elle comprend plusieurs choses. Premièrement, sa pote, elle l'a perdue à jamais, et que deuxièmement, elle a probablement essayé de lui tendre un piège pour qu'elle rejoigne la communauté, et peut-être même de force. Inès, quand son cerveau capte que sa meilleure amie, en fait, c'est une vraie connasse, désolé de le dire, mais visiblement c'est le cas, eh bien, elle ne réfléchit pas, elle se retourne, elle prend ses clics et ses claques, et elle démerde. Elle court tellement vite à ce moment-là que je pense qu'elle est pas loin de battre le record du monde de sprint. Elle a du mal à retrouver sa voiture, elle ne s'est jamais retournée, donc elle ne sait même pas si elle est suivie. Et au bout d'un moment, elle arrive sur le chemin, elle rentre dans sa voiture, elle essaye de la démarrer, mais, mes amis, dites-vous qu'elle stresse tellement et qu'elle a tellement peur qu'au moment de la démarrer, il y a une envie qui lui prend, elle ouvre la porte et elle vomit sur le chemin et elle n'arrive plus à s'arrêter. Sauf que le temps presse parce qu'on ne sait pas si quelqu'un est en train de la suivre et si quelqu'un est en train de la chercher. Donc elle fait ce qu'elle a à faire, elle referme la portière, elle démarre et elle se casse. Le lendemain, elle n'hésite plus, elle se rend à la gendarmerie, elle raconte tout de A à Z aux gendarmes. Déjà, cette histoire de communauté. Ensuite, le mot que sa pote lui a glissé dans la poche. Le portail, le rendez-vous, les silhouettes et tout ce qui va avec. Et suite à ça, les gendarmes, ils ont été OK pour aller vérifier ce qui se passe. Vous vous en doutez bien, la communauté, elle a complètement nié. Elle a dit que c'était quelque chose de tout à fait normal. Et c'est là aussi que Inès va se rendre compte que son ancienne meilleure pote, c'est une vraie dinde. Parce que au moment où elle a été interrogée seule par les enquêteurs, elle a tout simplement dit qu'elle ne connaissait pas cette femme. Donc je peux vous assurer, quand vous êtes ami avec quelqu'un depuis votre enfance, depuis vraiment votre naissance presque, que vous avez tout vécu et qu'un jour votre pote dit devant des enquêteurs qu'elle ne vous connaît pas, j'imagine que vous avez une deuxième vie après ça. Vous vous en doutez bien, la police,
Elle n'a pas de preuves formelles, elle ne peut rien faire, donc forcément, l'affaire a été classée sans suite. Aujourd'hui encore, Inès, elle nous raconte qu'elle vit avec une question qui la ronge depuis plusieurs années et qui la ronge chaque nuit. Est-ce que sa pote a écrit le mot sur le papier de façon complètement libre avant que quelqu'un dans la communauté ne le découvre et qu'il l'accompagne au portail? Ou est-ce qu'on lui a tout simplement dicté chaque mot qui était écrit et qu'on s'est servi d'elle pour attirer Inès afin qu'elle rejoigne la communauté à son tour, un petit peu comme un appât, j'ai envie de dire. Après tout, ça pourrait être un test pour voir si elle est vraiment loyale envers la communauté, c'est pas impossible. Et autant vous dire que peu importe laquelle est vraie, pour Inès, c'est totalement insoutenable. Soit sa meilleure amie avait vraiment besoin d'elle et qu'elle l'a vraiment appelée au secours comme il était écrit sur le mot, et que Inès, elle l'a entre guillemets abandonnée en partant en courant, soit sa meilleure amie a essayé de la trahir et de l'attirer elle-même dans ce bourbier. Un détail qui peut nous orienter sur la réponse correcte, c'est que lorsque les enquêteurs sont passés, le portail, lui, il était à nouveau fermé, comme toujours, alors que quand Inès est arrivée, il était ouvert, comme si ça avait été préparé en amont. On ne saura jamais la vérité. Si vous avez une explication, dites-la moi en commentaire. Pour moi, ce témoignage, c'était le pire des 3 que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Il y en a un 4e, et peut-être qu'il sera encore pire que celui-ci. Je ne spoil pas. Ce 4e et dernier témoignage, c'est celui de Dorian. Alors, Dorian a 31 ans et sa passion depuis toujours, c'est le bivouac en solo. C'est pas le camping organisé dans une caravane, non, c'est le bivouac sauvage. En gros, pour la faire simple, il choisit un coin qui est plutôt isolé sur une carte. Il charge son sac avec uniquement des choses de survie, donc le strict nécessaire. Il marche, il plante sa tente et il campe là pendant plusieurs nuits au beau milieu de nulle part. C'est quelqu'un de chevronné dans le domaine parce qu'il fait ça depuis plus de 10 ans. Il connaît les règles, les endroits, il est très discret et il ne laisse aucune trace derrière lui. Lui, il a une philosophie, il va dans un endroit et lorsqu'il repart, il faut qu'on ait l'impression que rien ne s'est passé, que personne n'est venu. Il nous dit aussi que pendant 10 ans, il n'a jamais eu peur. Ça lui a jamais arrivé d'avoir une situation où il angoisse, où il commence à flipper. Donc j'ai envie de dire, ce serait con que ça arrive aujourd'hui. Ce week-end de septembre, il repère un lac sur la carte. C'est, comme d'habitude, paumé, au beau milieu de nulle part. Il y a des montagnes autour, c'est tout. C'est à environ 2 heures de marche du dernier parking disponible, sans plage aménagée, sans même avoir un sentier qui est balisé. Donc, autrement dit, c'est au beau milieu de nulle part, dans un coin sauvage. Et vous l'aurez compris, c'est exactement ce genre d'endroit qu'il apprécie. Bon, ce jour-là, il se rend sur les lieux, il effectue une marche de 2 heures. Bon, le jour J, il se rend sur place, il effectue une marche de presque 2 heures et demie. Et une fois arrivé sur place, il nous raconte qu'il trouve un endroit un petit peu surélevé pour avoir une belle terrasse. Et surtout, il faut que cette place, elle soit quand même protégée par des arbres. À un moment, il trouve un endroit juste parfait, ça correspond à tous ses critères. Et pour couronner le tout, cet endroit, il se trouve à une quinzaine de mètres de l'eau. Il réfléchit pas 2 fois, il monte sa tente, il mange face au lac comme s'il était au paradis. Et surtout, il se couche très tôt parce que il est complètement crevé. Il nous précise un détail et vous verrez que ça aura son importance. Sa tente, elle est verte kaki, donc elle est presque invisible dans tout ce qui est végétation, arbres, buissons, etc. Et c'est quelque chose de volontaire, c'est un choix qu'il a fait histoire de ne pas déranger la faune. Et ça, je trouve extrêmement respectable. Bon, notre ami va se coucher relativement tôt et il s'endort très rapidement. Mais vers 2 heures du matin, Dorian est réveillé par des bruits de moteur. Et c'est pas un moteur, c'est plusieurs, donc autrement dit, il y a plusieurs engins ou peut-être plusieurs véhicules qui sont là. Et il sait que c'est plusieurs véhicules parce qu'à un moment, il entend plusieurs portières qui claquent. Et lorsqu'il réfléchit d'où ça peut venir, il se dit que peut-être ça provient de l'autre côté du lac. En même temps, c'est pas le plus grand lac du monde, donc c'est relativement proche. Et il sait aussi que pour avoir exploré les lieux, il y a une piste, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une piste, mais un sentier fait pour les petits véhicules du style quad, etc. Donc très probablement que les bruits de moteur viennent de là. Bon, il s'inquiète pas vraiment, il se dit que c'est un lac, donc peut-être qu'il y a des pêcheurs qui viennent en pleine nuit, histoire de ne pas avoir trop chaud, d'avoir les meilleurs poissons ou que sais-je. Ou peut-être même que ça peut être des jeunes qui viennent faire un feu, qui viennent faire une grillade. Mais le problème, c'est que les bruits de moteur continuent et plus on avance dans le temps, plus il commence à entendre une activité humaine, style pas, marche, etc. Et le détail qui est important, c'est que ces gens qui marchent, ils ne parlent pas du tout. Il n'y a aucun son qui provienne de voix humaine et c'est précisément ça qui le fait un petit peu bader. Parce qu'il se dit, si c'est des pêcheurs, peut-être qu'ils parlent très peu, mais au moins ils vont discuter quand même de 2-3 trucs. Et si c'est un groupe d'amis qui vient faire des grillades, forcément, ils rigolent, ça fait la fête, etc. Donc, ça peut pas être silencieux comme ça. Là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il entrouvre sa tente, il regarde ce qui se passe, et en fait, les bruits ne viennent pas de l'autre côté du lac. Alors, les bruits de moteur, oui, mais les personnes, en fait, elles sont pas très loin de sa tente, et il voit qu'en fait, il s'agit de personnes qui descendent un petit chemin en file indienne avec des lampes de poche, et à vue d'œil, il compte une quinzaine de personnes. Ce qui le frappe à ce moment-là, et d'ailleurs, il insiste beaucoup là-dessus, c'est que ces personnes, elles ont l'air totalement normales. Ça a pas l'air d'être des randonneurs, parce qu'ils n'ont ni affaires, ni piolet, ni je ne sais quoi, ni de gros sacs à dos, c'est des personnes comme vous et moi, en t-shirt, en short. Mais en même temps, que foutraient des personnes en short et en t-shirt au beau milieu d'une forêt à plus de 2h30 du premier parking ?
bizarre quand même. À un moment, ces personnes se rassemblent au bord de l'eau et elles se mettent à chanter. Bon, Dorian, dans sa tête, il se dit « Putain, on est au beau milieu de nulle part, il y a quand même un groupe de troubadours qui vient chanter. Ça fait un peu chier. » Mais il sait aussi qu'il faut qu'il reste très discret parce que on n'est jamais à l'abri de rien. Bon, le chant, c'est pas le plus beau chant qui existe au monde, c'est un truc très grave, enfin... Ça chante presque faux, et vu qu'il est quand même à une certaine distance, il n'entend tout simplement pas les paroles. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, Dorian, au moins il est pas effrayé, il est même plus fasciné qu'effrayé. Il pense que c'est un rite un petit peu perché de personnes, je sais pas, un petit peu particulières, ou peut-être même que c'est un groupe de personnes qui ont une certaine spiritualité pour la nature ou que sais-je. Donc il reste là, à observer depuis sa tente, il voit un peu ça comme un film avant de s'endormir, et surtout, ça lui fera une excellente anecdote à raconter. Bon, il y a un moment où il y a 2 hommes du groupe qui se détachent du reste, et ils semble tenir une 3e personne. Cette personne, ce qui est très très bizarre, et c'est là où ça commence à mettre la puce à l'oreille à Dorian, c'est que elle n'a tout simplement pas d'habit. Bon, rassurez-vous, elle n'est pas complètement à poil, elle a simplement un slip, sauf que à l'extérieur, il fait pas 40 degrés comme il fait ces jours en France et en Suisse. Il observe ça très discrètement et de très près, et soudainement, ces 2 personnes qui tiennent un autre homme, ils entrent dans l'eau avec lui jusqu'à la taille. Pendant ce temps, dites-vous qu'en arrière-plan, il y a toujours ce chant très grave qui continue, et tout à coup, les 2 hommes basculent le 3e en arrière et ils le plongent sous la surface de l'eau en le tenant par les épaules. Dorian, il pense évidemment à un baptême, parce que c'est comme ça d'ailleurs qu'on baptise les adultes, on les fait pas dans une baignoire ou que sais-je. C'est dans un lac, moi je connais des gens qui se sont fait baptiser dans le lac près de chez moi. En gros, on immerge la personne 2 secondes et on la relève et tout va bien. Sauf que là, il compte 1 seconde, 2 secondes, 3, 4, 5, 6, 7... et il ne la relève pas. Pendant ce temps, le chant continue, toujours de plus en plus grave, et les secondes passent, 10, 20, 30, 40, et pendant ce temps, l'homme qui est sous l'eau, il commence à se débattre. Dorian, depuis sa tente, il voit l'eau qui s'agite, des éclaboussures, et il voit aussi que les 2 hommes qui le tiennent, ils semblent vraiment mettre beaucoup de force. Donc il comprend aussi que la situation, elle est particulière et qu'en réalité, c'est peut-être pas un baptême. Le truc, c'est que jusqu'au bout, son cerveau, il refuse de croire qu'il est en train d'assister à un meurtre. Il se dit... C'est un baptême, peut-être un petit peu particulier, je ne connais pas toutes les façons de baptiser quelqu'un, mais il refusait de croire que c'était quelque chose de dangereux qui se passait sous ses yeux. Il refuse de croire ça jusqu'au moment où l'eau, elle arrête de bouger. Autrement dit, la personne sous l'eau, elle est inconsciente. Et même si la personne sous l'eau a arrêté de bouger, les 2 personnes qui la retiennent, elles continuent pendant plusieurs secondes. À un moment, ils l'ont sorti de l'eau et les gens qui étaient sur la rive n'ont rien dit, personne n'a paniqué, comme si c'était normal et voulu. Personne n'a tenté un massage cardiaque, personne n'a tenté de le réanimer par quelconque moyen, et personne n'a sorti le moindre téléphone pour appeler une ambulance. Là, lorsque Dorian voit ce qu'ils font avec le corps, c'est-à-dire qu'ils le prennent sur eux et ils continuent de marcher, eh bien, notre ami, il capte que peut-être il vient d'assister à une tragédie et qu'il n'a simplement rien pu faire. Là, Dorian, il va faire un geste qui, en pleine journée, n'aurait eu aucun impact, sauf que lorsqu'il fait nuit noire en pleine forêt, ça peut coûter cher. Il prend simplement son téléphone, il veut filmer, mais évidemment, au moment de déverrouiller l'écran, eh bien celui-ci s'allume en plein dans sa gueule. Et forcément, quand vous avez une pièce où il fait tout nuit et que vous avez un carré de lumière, vous le détectez très rapidement. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Une des personnes de l'autre côté de la rive l'a remarqué et au même moment, il y a une des lampes de poche qui se pointe sur sa gueule. Tout à coup, le groupe de personnes de l'autre côté de la rive se scinde en 2, un part à gauche, un part à droite. Donc Dorian comprend que normalement, il va se faire attraper. Là, Dorian, il abandonne absolument tout. La tente, le duvet, son sac. Il enfile simplement ses chaussures, il ne prend même pas le temps de faire les lacets. Il prend son téléphone, sa lampe de poche et il se casse. Derrière lui, il voit les faisceaux de la lampe de poche qui se rapprochent très dangereusement et il nous raconte que cette fuite, ça a été le pire moment de toute sa vie. 2 heures à courir à travers un bois sans lumière, guidé un petit peu à la zeub, à s'arrêter tous les 50 ou 100 mètres pour écouter s'il est suivi, si les mecs sont en train de chanter. Ça, vraiment, ça a été un traumatisme pour lui. Il nous raconte qu'il n'oubliera jamais cette sensation. Et heureusement, il a réussi à atteindre sa voiture. À l'aube, certes, mais il a réussi. Et lui, contrairement aux autres histoires, il n'a pas attendu avant d'aller à la gendarmerie. Il s'y est rendu directement et il a tout déballé. Heureusement, on l'a pris au sérieux et il y a une équipe qui est montée sur place. Et vous vous doutez bien, ils n'ont rien trouvé. Pas de corps, pas de traces de meurtre. Ils ont simplement, et d'ailleurs c'est la seule preuve qu'ils ont en guillemets de ce qui s'est passé. Enfin, pas de ce qui s'est passé, mais qu'en gros notre ami Dorian ne raconte pas des bêtises. En gros, ils ont trouvé des traces de pas, donc des empreintes, là où Dorian a indiqué que les faits se sont déroulés. Bien évidemment, les policiers ont retrouvé la tente, le duvet, le réchaud, etc. qui appartenaient à Dorian. Et il y a un indice qui
pour moi, prouve que ces gens étaient extrêmement mal intentionnés et que c'est juste des fous. La tente de notre ami a été complètement saccagée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a planté une lame dedans, qui a fait des traits. Donc en gros, vous l'aurez compris, ils ont découpé la tente. Ce qui veut donc dire que si ces personnes étaient tombées sur Dorian, peut-être que Dorian aurait fini comme le mec, mais encore plus mal. Maintenant, la question qui reste, c'est est-ce que la personne qui a été noyée faisait partie de cette secte? Est-ce que s'ils avaient trouvé Dorian, il serait mort? Probablement que oui, mais on n'en est pas sûr. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont noyé ce mec volontairement? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est simplement eux qui en ont décidé ainsi? Ça, malheureusement, on n'aura jamais les réponses. Donc à nouveau, si vous avez une réponse, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à la mettre. Voilà, c'est la fin de ce témoignage et par conséquent de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous avoue que je prends un réel plaisir à faire ces vidéos depuis un moment parce que, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière, les threads d'horreur, j'en ai toujours de temps en temps qui arrivent et que je trouve sur internet, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal. Ça fait 6 ans que je raconte, on va dire, en tout cas 4 histoires par semaine. J'ai épuisé le stock. Donc le temps que je retrouve des histoires très intéressantes à vous raconter, ces témoignages Reddit, franchement, je trouve que ça fait bien le taf. Et j'ai presque envie de dire que ça fait plus peur que des threads d'horreur normaux parce que c'est des témoignages, ils sont peut-être un peu plus vrais que des threads. Après, à nouveau, attention, c'est écrit sur internet, donc tout ce qui est sur internet, c'est à prendre avec des pincettes. Et d'ailleurs, merci pour l'accueil que vous faites à ces nouvelles vidéos. Moi, j'avais très peur de mettre ma tête sur les miniatures parce que je me disais, les gens vont pas savoir que c'est mes vidéos, les gens vont se dire... j'ai pas envie de regarder, c'est pas un thread d'horreur. Au final, j'ai l'impression que ça change pas vraiment, donc merci beaucoup pour le soutien que vous me faites et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites de façon générale. J'ai qu'une hâte, c'est de vous présenter la BD, on est bientôt en octobre, donc ça arrive très très vite. Ces temps-là, je charbonne beaucoup, je passe des heures et des heures par jour à discuter avec des fournisseurs, des imprimeurs, etc. C'est super intéressant. En tout cas, j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de votre été, on se retrouve la semaine prochaine pour un témoignage abonné. Et moi, en attendant, je vous demande de prendre soin de vous, profitez bien, c'était Melvin, ciao tout le monde.